C'est une partie de son histoire. Il l'a mise de côté pendant 70 ans. Un secret de famille sur lequel il a jeté un mouchoir. Jean-Pierre a vécu toutes ces années avec un fantôme. Une partie de lui-même qu'il ne connaît pas. On lui a toujours caché ses origines. Je pense que c'est un secret qui m'a protégé. Ça a été une grande protection à ce moment-là pour mon enfance. Dans tous les documents, j'ai toujours un nom, mais à côté, il y a marqué père et mère inconnus. Tout le temps. J'ai toujours su que j'étais orphelin de guerre et que l'on m'avait trouvé en Allemagne, et puis qu'on m'a adopté à la fin de la guerre. Mais je n'étais pas arrivé là par hasard. Par où je suis passé, est-ce que j'étais quelque part? Et ça m'a suivi jusqu'à ce que je l'apprenne cette année. Jean-Pierre a eu une vie heureuse. Mais à l'âge de la retraite, il a ressenti le besoin d'ouvrir son dossier d'adoption. Une boîte de Pandore. Vous n'aviez jamais posé de questions à votre mère adoptive sur votre passé? Sur mon passé, non. J'avais une mère, c'était très bien. Mais elle en savait beaucoup plus qu'elle ne m'a dit. Partagé entre le désir d'en savoir plus et l'angoisse d'en savoir trop, Jean-Pierre part aujourd'hui à la recherche de son histoire de famille, cachée volontairement dans la grande histoire. Le secret sème des indices. Une atmosphère, le goût d'une couleur. Une manière de se tenir, d'aimer. Une messe basse, une signature, une musique particulière. Cachotterie savoureuse ou épouvantable fardeau, le secret de famille refait toujours surface. Il navigue de génération en génération avant de ressortir des années plus tard sous la forme d'un mal-être, d'un traumatisme ressenti par les descendants. Un passager clandestin de l'arbre généalogique. Jean-Pierre s'imaginait fils d'un prince. Une histoire rêvée qu'il s'est racontée pendant des années. Avant d'enfin, à 70 ans, affronter le secret de ses origines. On croit rêver par moments. Quand je parle de cette histoire, qui est la mienne, j'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre. Et effectivement, parce que c'est pas ma vie. Jean-Pierre s'est imaginé une enfance en Lorraine. Il a toujours pensé avoir vécu petit dans la Meuse, à Bar-le-Duc, comme son acte de naissance l'indiquait. En réalité, les 6 premiers mois de sa vie, Jean-Pierre les a passés ici, au château de la Morlaix près de Chantilly, à 45 km de Paris. Ça fait lugubre, là. Tiens, j'ai pensé la même chose. Vu la brume, le brouillard... Il manque plus que le cri du loup la nuit. Avec sa femme Carita, Jean-Pierre revient sur les lieux pour la seconde fois. Là. La première fois, il n'avait que 2 semaines. Est-ce que vous arrivez à imaginer à quoi ont ressemblé les années que vous avez passées ici? Absolument pas. Je sais que je suis passé là, mais c'est tout. Donc pour moi, c'est un point, c'est un lieu d'abandon, puisque quelques jours après ma naissance, j'ai été abandonné ici en décembre 43 et j'en suis parti en mai 44. Pendant la guerre, le château de la Morlaix a été un Lebensborn, une pouponnière nazie.
C'est un endroit que les Allemands ont créé pour essayer de faire une race supérieure, des gens grands, beaux, forts. Et puis quand on écoute la propagande d'Hitler dans certains films, il voulait effectivement ça pour faire une race valable 1000 ans pour tenir le monde. En 1935, Adolf Hitler ordonne la création des Lebensborn, des maternités pour enfants parfaits. Au fur et à mesure de la progression du Reich, une trentaine de pouponnières nazies sont créées dans toute l'Europe occupée. À leur arrivée, les nourrissons sont baptisés selon un rite nazi. La Morlaix est le seul Lebensborn à avoir été créé en France. Le château accueillera en tout une vingtaine d'enfants, tous nés de pères allemands. Je ne pensais pas avoir fait partie de ces enfants-là, quoi. Vous savez si vous êtes dessus, Jean-Pierre? J'en sais rien. Le seul qui pourrait être, ça pourrait être là, le petit nez en trompette. J'avais petit. On m'a toujours dit que j'avais le nez en trompette. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je dis, ça me ressemble, mais j'en sais rien. C'est en ouvrant son dossier d'adoption en 2013 qu'il a appris son passé. Ça a été un des plus grands chocs que j'ai eus. Jamais j'aurais pensé que je venais de là. Voilà. Lors de l'arrivée des Alliés en juin 1944, les enfants de la Morlaix ont tous été évacués vers l'Allemagne. À la fin de la guerre, ils seront rapatriés par la Croix-Rouge en France et dispersés dans des familles d'accueil. À La Rochelle, dans sa maison familiale, Jean-Pierre compile méticuleusement les archives sur son histoire. Pour les obtenir, il a sollicité sans relâche les administrations françaises et allemandes depuis 5 ans. Voilà la liste des enfants recueillis par la SS Lebensborn. Probablement enfants non juifs. Parmi ces documents, le témoignage d'une assistante sociale de la Croix-Rouge qui décrit la petite enfance difficile de Jean-Pierre. Jean-Pierre avait un tel manque de réponses que nous avions peur qu'il soit mentalement défectueux, possiblement autiste. Après les soins spéciaux continus, il devint soudain plus alerte. Ses yeux commencèrent à focaliser avec intérêt sur les personnes autour de lui. À partir de ce moment-là, son développement fut étonnamment rapide. Vous avez l'impression qu'on parle de vous, là? Non. Moi, j'ai fait une comparaison quand j'ai vu un reportage sur les orphelinats de Ceausescu en Roumanie. Et j'ai vu les enfants dans ces lits métalliques qui se balançaient. Ben, je faisais ça, j'étais pareil. C'est-à-dire, on tourne la tête, on se balance pour supprimer le bruit extérieur et arriver à s'endormir en n'entendant que soi. Enfant, j'étais comme ça. À la fin de la guerre, Jean-Pierre est recueilli à l'âge de 2 ans dans un orphelinat en Allemagne par Francine, une infirmière française de la Croix-Rouge. Elle a trouvé que j'étais un des plus crevards, des plus mal en point, et elle a voulu s'occuper de celui-là. Donc voilà, ça c'est moi à Marseille, je fais du vélo. Francine l'adoptera officiellement en 1951. Jean-Pierre sera un enfant aimé et choyé. À ses côtés, il ne saura rien, mais elle lui donnera tout. Aujourd'hui, son album de famille se complète peu à peu.
Ça, c'est les dernières recherches de cette année. Alors, voilà les documents là concernant ma mère biologique. Jean-Pierre ne possède qu'un portrait de Jacqueline, sa mère biologique. Une photo d'identité de cette Normande qui, en 1944, a demandé la naturalisation allemande. On donnait une note et on acceptait ou pas que la personne soit admise dans les paramètres de la race aryenne ou dite comme telle. Et de votre père biologique, vous avez une photo? Je n'ai rien. Je n'ai que son nom. Je vais le retrouver. Alors là, vous voyez, le père de l'enfant est le lieutenant Edwin Darch, âgé de 41 ans, marié. Il reconnaît l'enfant qui est visible au Lebensborn de Chantilly. Jean-Pierre n'a jamais su qu'il était le fils d'un militaire allemand. Pourtant, inconsciemment, il a suivi les traces de ses parents inconnus. Comme son père, il a travaillé dans l'armée. Il a appris la langue allemande. Aujourd'hui, il n'a aucune amertume. C'est la raison qui parle, c'est pas le cœur. Cette femme, si elle a fait ça, c'est qu'il y avait certainement pas que elle en cause. Quand on connaît l'histoire, hein, l'histoire des femmes rasées, etc., parce qu'elles ont ou été à côté d'Allemands, ou elles ont vécu, elles ont fait plus, il y a eu des obligations familiales d'abandon d'enfants, parce que les parents ne voulaient pas de bâtards, ne voulaient pas de fils de boche. Ça s'est passé en France énormément, il ne faut pas le cacher. Hein. Donc, je lui trouverai des circonstances atténuantes en pensant à ça. Il me reste surtout à savoir si du côté d'elle comme du côté de lui, s'il y a eu des enfants qui seraient mes demi-frères, demi-sœurs. Et puis bon, voir, essayer de rencontrer, je ne sais pas, c'est pas évident, parce que de leur côté, c'est peut-être un secret de famille beaucoup plus dur que pour moi. La révélation d'un secret de famille est souvent dévastatrice. À La Rochelle, Jean-Pierre lance une bouteille à la mer. J'ai toujours su que j'étais un enfant adopté, orphelin de guerre. Cette année, je découvre enfin le nom des personnes qui seraient mes parents biologiques, en particulier celui de ma mère, votre grand-mère. Il y a beaucoup d'autres choses à dire qui pourront l'être si vous voulez bien entrer en contact avec moi. Cette démarche n'est pas facile car je ne sais ce que votre grand-mère ou vos parents ont pu vous apprendre. Alors j'ai mis les 3 prénoms pour que... Ces 5 années de recherche sont peut-être sur le point d'aboutir. Jean-Pierre a trouvé dans l'annuaire l'adresse d'un homme qui pourrait être son neveu, le petit-fils de Jacqueline, sa mère biologique. Si Avant de le contacter, il pèse chacun de ses mots. bien... On reste comme ça, hein? Oui, Puis moi, je pense que c'est correct. Prendre sa voiture, aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, bon, je ne sais pas si ça peut être mal vu, parce qu'on bouscule, là, vraiment. Alors qu'un courrier, c'est discret, c'est presque anonyme, parce que finalement, on n'a pas d'individu en face de soi. Ce neveu que je ne connais pas, bien, je ne veux pas le blesser, ni le choquer. Surtout pas choquer, non. Je préférerais ne pas connaître et ne pas gêner quelqu'un. Bon, eh bien, hein, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à l'envoyer. Il n'y a plus qu'à envoyer. À la poster. Jean-Pierre recevra une réponse 5 jours plus tard. Et bienvenue dans notre petit village de Croix-Chapeau. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Son neveu s'appelle Marc.
Alors Carita, voilà. Voilà, Carita, donc Sandrine, La un femme grand de Jean-Pierre. Ben oui. Et le fils de Jean-Pierre. Comment on est cousins? On est cousins. Enchanté. Oui. Bon, ben, si vous voulez, on rentre. Hein. Oui, ça va. Alors, on va passer là. On vous suit, Jean-Pierre? On me suit. On me suit, oui. Oui, on me suit. Oui, non, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. On va s'y mettre. On va s'y mettre. Il faut se tutoyer, mais il faut leur laisser leur petit temps, là. Alors, toi et ta sœur, ton père, ta mère, la grand-mère, son mari, et puis le côté allemand. Jacqueline a rencontré Edwin. En 1943, ils ont eu un enfant, c'est moi. Voilà, comme ça, on arrive à situer pour quelle raison je suis là. Nous, on n'aurait jamais pu imaginer ça, en fait. Enfin, C'était... Effectivement, vous ne pouviez pas soupçonner ça. Non, C'est pas du tout, possible. parce que- Mais elle nous en a jamais Ah, mais non, parlé. mais- Même pas dans une conversation. Rien. C'est une surprise. C'est- non, c'était une surprise. Heureusement que j'étais assis quand j'ai reçu l'information. C'est l'histoire de ma grand-mère. C'est ma grand-mère. Quand l'autre Et jour, tu es je t'ai rappelé. le frère de mon père. C'est pas rien. Hein. Alors, voilà quelques photos. Bah là, c'est mon père. Ton frère, Jean-Pierre. Christian. D'accord. Mais vous vous ressemblez. Hein. Bah oui, oui. Il est décédé de quoi? Cancer. Cancer. Officiellement, cancer Mais de tu avais la quel gorge. âge? 6 ans? 6 ans. Jean-Pierre va mettre des images sur sa famille. Ça, voilà. Donc, la voilà, elle. La voilà. Mais voilà. Et sur Jacqueline, cette femme mystérieuse qui aura dissimulé sa naissance toute sa vie. Mais oui, parce que là, moi, c'est ce qui me manque. Très bien. Là aussi, on la voit bien. Là. Alors celle-ci, Donc ça, elle est c'était, à peu près de 97. Ils étaient très, très, très affectueux avec les petits. Jacqueline a refait sa vie après la guerre. Elle s'est mariée en juillet 1945 et a élevé tendrement son autre fils, Christian. Elle était châtain, elle était. Elle était plus comme ça. Ouais, comme ça. Parce Oui, que, naturellement, elle était plus comme ça. Oui, oui. Alors on la voit bien. Là, on la voit bien. Là, oui, on la voit bien. Voilà. Elle est décédée en 2000. Celle-là est pas mal. Très bien. Hein. Parce qu'on la voit bien, celle-là. Ah ouais. Mais oui, ça fait drôle, hein, Si, sans de doute. découvrir. De rien, avec grand plaisir. Mais c'est bien. C'est bien. Est-ce que ça change le regard que vous avez de votre grand-mère? Ah, pas du tout. Rien du tout. Ça change pas du tout. Enfin, c'est. Oui, c'est. Non, non, c'est toujours ma grand-mère, comme je la voyais, comme j'ai toujours vu, et ça ne changera pas. Mais maintenant, je sais qu'effectivement, elle a un fils, hein, enfin un autre fils, et puis que bah, mon père aussi, il a un frère. Donc ça, c'est beau. Pour vous aussi, c'est un nouvel oncle? C'est pas un nouvel oncle. C'est mon premier oncle. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. J'ai qu'un oncle, hein, direct. J'en ai qu'un, un oncle direct. Et puis dans le visage de Jean-Pierre, comme je disais tout à l'heure, je vois un petit peu ma grand-mère. Ouais, c'est flagrant pour vous? Oui, oui. Alors là, je suis vraiment très content de découvrir lui et son épouse. Un peu impatient ce matin. Un peu impatient. Je me suis réveillé assez tôt ce matin. Ce matin, on n'a pas pu beaucoup échanger parce qu'en fait, il ne me regardait pas, il regardait la fenêtre s'il y avait une voiture qui passait. Mais non, mais j'ai un nouveau neveu. Je vais dire quelque chose. J'ai pas eu l'habitude d'embrasser en dehors de mon fils les hommes. Parce que j'en ai jamais eu à la maison. Et je l'ai accueilli, je l'ai embrassé. Plus rien dire d'autre pour l'instant. Faut que ça passe. Mais c'est vrai. Et la lumière. Voilà. Il est temps désormais de terminer la journée comme une famille ordinaire. Voilà, il y a une brochette de personnes. Hein. De rattraper les jours heureux. La gare là-bas au fond. C'est ta mère là, à gauche? Non, elle n'était pas là. Mon grand-père, Ouais. une grande cousine et ma grand-mère. Puis il y a ma soeur qui était juste... Et de faire connaissance avec cette mère, jusqu'ici clandestine, aujourd'hui familière.
Pour Jean-Pierre, le temps a été un allié. Donc je te mets un polo et un jean. Très bien, un jean pour voyager. Jean-Pierre aussi prend son destin en main. Parce que ça, je sais que... Il part en Allemagne, sur les traces de son père, Edwin Darch. Voilà. À Berlin, Marlène, une journaliste allemande, aide Jean-Pierre dans sa quête depuis plusieurs mois. Notre départ est imminent, votre ceinture doit être attachée. Marlène a appris qu'Edwin Darch, le père de Jean-Pierre, a survécu à la guerre. Comment ça va? Bonjour. Bon, bienvenue en Allemagne. Merci. Jean-Pierre. Bon voyage. Lorsqu'il est mobilisé en 1939, Edwin Darch est marié et déjà père de 3 enfants. À son retour dans les années 50, il s'installe avec sa famille près de Dortmund en Allemagne de l'Ouest. Edwin Darch est décédé en 1972. Mais par chance, l'une de ses filles, Edelgard, habite encore la région. On y va? Allez, go. C'est la seule sœur encore vivante de Jean-Pierre. Il ne l'a jamais vue. Alors, Je vous laisse sonner. Tout en bas. c'est au rez-de-chaussée. Guten Morgen. Bonjour. Hallo. Wie geht's? Lorraine. Hallo. Guten Morgen. Je vous présente mon compagnon. Jean-Pierre oder Hans-Peter? Ja, meine Frau Carita und Regina. Jean-Pierre fait également la connaissance de sa nièce, Regina. Asseyez-vous où vous voulez. Meine Schwester, wo sitzen Sie? Moi? Ja, wo? Und ich à côté. Bah oui, tant qu'à faire, je viens, je me mets à côté de la frangine. C'est bien, tu parles un peu allemand? Ja, ein bisschen. Ich habe gelernt 5 Jahre. Moi, je sais juste dire merci beaucoup. C'est un bon début. Avec un petit frère comme moi, je vais lui apprendre le français. Promis. Les retrouvailles entre frères et sœurs paraissent aujourd'hui évidentes. Pourtant, il a fallu 3 mois de négociations pour qu'Edelgard et Regina acceptent cette rencontre. Merci. Edwin n'a jamais parlé de la guerre à sa famille en rentrant, encore moins de son fils illégitime, qu'il a pourtant reconnu en France. Immer. Quand Marlène m'a envoyé les documents, il n'y avait plus aucun doute, car moi, il me fallait des faits. Pendant les 45 minutes de notre appel, je n'ai fait que lui poser des questions. Plus elle me donnait d'informations, plus je me disais « Ok, il doit y avoir du vrai dans cette histoire ». Puis les documents administratifs de l'époque et les photos sont arrivés. Quand j'ai vu la première photo de toi, en une seconde, je me suis dit oui, c'est vrai. Voici notre papa. Oh oui. C'est vrai que j'avais un peu les oreilles comme ça aussi, quand j'étais petit. Et le regard surtout. Mais aussi le rire et la façon de parler. Quand mon grand-père faisait la conversation, c'était très vivant, très chaleureux. Tu es pareil. Edelgard, quel âge? Quel âge? Wie alt? 4 ans. 4. Donc, je naissais. 4 ans d'écart. C'est ça? Hein? Ça calcule, là. Hein? Cette photo m'a toujours intriguée. Regarde bien son visage. Je demandais souvent à ma grand-mère « Pourquoi as-tu l'air si heureuse ?» Et lui, non. Ah, sérieux? Pas vraiment sérieux, mais triste. Triste, mélancolique. Moi, je pensais que c'était à cause de la guerre. Oui, parce que c'est une belle photo, mais c'est vrai qu'il est... Mais il se peut qu'il pensait à autre chose. Il se disait peut-être « Moi, je fais une photo de famille, alors qu'en France, un enfant est en train de naître. » Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Enfin, on n'aurait jamais pu s'en douter.
Découvrir cette facette de lui n'a pas été facile. C'était troublant. Moi, j'ai fait l'effort de chercher. Vous avez fait l'effort d'accepter. Et c'est ça qui est très important. Si personne n'avait accepté, je cherchais toujours. Donc, c'est grâce à vous que cette histoire est. Ça aurait pu très bien ne pas exister ce jour-là. Donc, c'est grâce à vous, toutes les deux. Voilà, comme ça, voilà, le frère et la sœur. L'orphelin est enfin adopté par sa famille, 70 ans plus tard. Une histoire comme ça, c'est une histoire de film. La famille s'agrandit de plus en plus. Et ce n'est qu'un début. Qui sait ce que mon père a fait? Maintenant, tout paraît possible. Une question reste en suspens. Qu'a fait Edwin Darch pendant la guerre? Dans quel régiment? Simple soldat de la Wehrmacht ou commandant SS? Jean-Pierre et sa sœur se sont promis de continuer les recherches. Ensemble. Ni les enfants qui naissent, ni les années qui passent n'effacent un secret de famille. Sans révélation, sans explosion, il peut être à tout jamais prisonnier du temps.